Bonsoir, je m'appelle Lune Claire, je suis vice-présidente en charge des études médicales de l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Je vais partir d'une situation assez particulière pour arriver à une question plutôt générale. D'abord, je voudrais saluer le travail effectué. C'est vrai que l'orientation, c'est quelque chose de problématique qui est urgent, comme vous dites. Les études de santé, c'est quelque chose qui est assez particulier. Vous savez que maintenant, on a la première année commune aux études de santé, qui est sanctionnée par un concours en fin d'année, concours avec un numerus clausus, parce que malheureusement, il faut un peu régulariser l'offre de soins sur le territoire, puisque la demande est supérieure à l'offre que l'on peut assouvir. Ce qui provoque un échec qui est assez important finalement pour les étudiants qui se voient refuser la porte d'entrée pour les études de santé au final. Toutes les associations étudiantes prônent l'orientation active des lycéens, c'est quelque chose qui nous est cher. Or, comme vous dites, c'est un peu flou au lac. La preuve en est un séminaire qui est organisé par la conférence des présidents d'université jeudi prochain et qui a pour ordre du jour une éventuelle sélection dès l'entrée aux études, donc une sélection dès le post-bac. Donc ma question est, quelles actions concrètes pouvez-vous proposer pour que l'enseignement supérieur s'approprie enfin une politique d'orientation des lycéens et que le corps enseignant soit enfin dans cette politique-là? Ça, c'est vraiment une question pour ça. Non, parce que je m'étais engagé dans un passé assez récent pour la sélection à l'entrée de l'université et pour l'augmentation des droits d'inscription, ce qui m'a pas valu des amis, parce que je considère que ce sont pour moi, c'était des propositions très démocratiques qui sont les seuls moyens d'éviter la sélection par l'échec. Donc, ce que nous sommes en train d'essayer de faire, ce qu'on est en train d'essayer de faire le gouvernement dans un assez large consensus, il faut bien le reconnaître, c'est effectivement, je ne vais pas prononcer cette expression majeure d'orientation active, parce qu'aujourd'hui on a le processus APB, admission post-bac. Vous savez que tous les élèves de terminale, au mois de janvier-février, remplissent la liste avec leurs préférences, avec 5 jusqu'à 12, je crois, 13, voilà, le temps qu'ils veulent, de 13 à la douzaine. Et puis ensuite, donc, on leur fait des conditions, ils sont pris ou ne sont pas pris. Et cette APB est une procédure qui commence à bien marcher sur le plan technique, après 2 ans de mise au point. N'a d'intérêt que si elle est précédée par une véritable réflexion de chaque élève, de chaque lycéen, sur son orientation future, à condition qu'il puisse aller dans l'enseignement supérieur. Il n'est pas du tout obligatoire d'aller dans l'enseignement supérieur. Nous sommes terrorisés en France à l'idée d'entrer assez tôt dans la vie active et de se former tout au long de la vie. Ça, c'est un des grands mots français. Vous avez donc plein d'universités, scientifiques ou littéraires ou de sciences humaines, des gens qui vont jusqu'à la thèse, jusqu'à 28 ans, voire 30 ans en sciences humaines, jusqu'à la thèse de doctorat, et qui n'ont jamais réfléchi un seul instant à leur débouché professionnel. Pourquoi? Parce qu'ils sont persuadés au fond d'eux-mêmes, il ne faut pas le dire, ce serait trop orgueilleux, qu'ils vont pouvoir entrer au CNRS, qu'ils vont pouvoir succéder à leur bon maître, rentrer comme maître de conférence, donc ils font 2-3 tentatives au CNU, etc. Et évidemment, ils se retrouvent à 30 ans sans avoir fait de stage, sans avoir idée de leurs propres compétences. Ils en ont, peut-être probablement, mais ils se sont mis dans une voie qui était sans issue, et pour laquelle on ne leur a pas dit qu'il n'y avait pas d'issue, parce que beaucoup de profs font collection de thésards. C'est catastrophique. Donc l'orientation active, c'est fondamental, ça veut dire que c'est ça les parcours de découverte des métiers et des formations, ça doit nourrir l'orientation active tout au long des études du secondaire, voire dès la classe de 5e. Vous savez, en ce moment, on parle d'évaluation des élèves de maternelle. Alors, ça fait un petit peu de bruit dans le Landerneau. Ça, c'est peut-être pas absolument indispensable. Je suis tenu à un strict devoir de réserve, donc j'ai rien dit. Mais ce qui est indispensable, c'est dès la maternelle de parler des métiers aux gamins. Ça coûte rien, ça les passionne. En plus, faites venir un parent dans la classe de maternelle qui vient expliquer son métier avec les mots qui conviennent. C'est formidable pour tous les autres. Ça valorise le gamin, ça valorise le parent. Tout ça, et ça crée le vrai lien avec les parents. Donc ça peut se faire dans le primaire, maternelle, primaire, collège, lycée. Et là, on a besoin d'imagination, il faut nourrir tout ça. Alors, sur la question des métiers de santé, effectivement, là, on accepte tout le monde sait en entrant dans la première année qu'il y aura le concours à la fin et qu'on peut réussir ou être raté pour la partie médecine. Et après, il y a toutes les autres filières. Mais effectivement, souvent, ça apparaît comme un échec. Pour ceux qui ont tenté le concours, ils ont espéré. Donc il vaudrait peut-être mieux qu'il y en ait
moins qui tentent le concours, mais que dès le début, ils s'orientent vers autre chose. Donc on laisse un peu trop d'illusions planer parce qu'on pense que c'est gentil. Moi je me souviens quand je parlais de sélection, c'est vrai de manière un peu provocante, ça m'est arrivé dans le passé, plus maintenant. Mais quand j'entendais dire il faut laisser sa chance à tout le monde, vous n'êtes pas un démocrate, vous voulez la sélection et la sélection par l'argent, vous avez le droit d'inscription. Pas du tout. Je pense que c'est pas la sélection par l'argent qui compte, c'est que participer déjà financièrement à ces études, quitte à ce que ce soit sous forme d'un prêt, quitte à ce que ce soit avec une bourse méritée au mérite et pas uniquement sur la question des revenus comme ça serait dans plein d'autres pays, ça c'est un moyen de responsabiliser. Je pense qu'il y a un mot essentiel dans le choix de son parcours d'études professionnelles, c'est la responsabilité. Nous sommes dans un pays qui a mis, je vous le rappelle, dans la Constitution, là je vais mouiller ma chemise, qui a mis le principe de précaution dans la Constitution. C'est un drame, parce qu'on tue la responsabilité. Arrêtons, donnons à chacun, et donnons les moyens d'exercer ses responsabilités. Quand on n'est pas informé, on ne peut pas être responsable. C'est seulement lorsqu'on est informé que l'on peut être responsable. Et donc il faut favoriser la diffusion de l'information. Il faut cesser d'avoir des filières confisquées. Vous est dans un pays qui donne des leçons de démocratie à la terre entière, où on confisque un certain nombre de vérités. C'est un délit d'initié. Il y a des gens qui savent et qui se débrouillent très très bien dans ce labyrinthe. Ils ont la clé. Ils ont les petits cailloux, etc. Ils se retrouvent très très bien. Et puis d'autres qui ne savent pas et qui malheureusement gâchent et leurs études et leur insertion professionnelle par manque de savoir. Donc la réforme, c'est pas ce que nous faisons nous avec une modeste moyen qui va tout bouleverser, mais la vraie réforme d'avenir, et ça c'est un enjeu politique majeur qui dépasse largement les clivages droite-gauche en plus, c'est diffuser l'information pour que chacun puisse exercer ses propres responsabilités, se prendre en main, abandonner ses préjugés, ses propres préjugés, ceux de la société, et puis aller de l'avant avec dynamisme, courage et optimisme. Mais c'est pas de la tarte, hein. Je reconnais que il y a tant à faire, et c'est pas parce qu'il y a beaucoup à faire qu'il ne faut pas commencer. On va prendre encore deux dernières questions, parce que le temps passe. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre intervention, je trouvais très intéressant. Je m'appelle Zachary Wiman, je suis spécialiste des orientations à l'étranger. Et je voulais savoir quelle était la place de l'orientation vers l'étranger dans votre projet. Alors, oui, je vais répondre d'abord à celle, je prendrai celle qui est derrière et il y a monsieur qui est là. C'est pas directement dans ma lettre de mission, mais il y a un certain nombre d'organismes qui s'occupent de promouvoir les études à l'étranger. Nous sommes dans un pays un peu casanier. Non seulement on est casanier dans sa région, voire dans sa ville, mais on est aussi casanier en Europe. Sauf, là encore, le sommaire, la botte. Les jeunes qui sortent de l'HEC ou de Polytechnique ou de l'école normale supérieure savent que, ou d'écoles très spécialisées et très professionnalisantes, je pense par exemple à un secteur que je connais un peu aussi, celui de la viticulture. Tout élève sortant d'un BTS, d'un lycée viticole ou d'une formation supérieure a dans son cursus l'obligation d'aller passer 6 mois à l'étranger, ou 1 an. Et je peux vous assurer que ça a changé complètement le goût du vin en France, que les jeunes vignerons aujourd'hui, alors que leurs parents, leurs grands-parents n'étaient pas sortis de leur tracteur et de leur cuivrerie, aujourd'hui ils savent comment on fait le vin en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, ils se connaissent entre eux. Du coup, non seulement ils parlent les langues, ce qui n'est pas mauvais pour vendre son vin après, mais ils ont plus conscience de ce qu'ils peuvent faire pour se différencier de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Parce que si on ne se différencie pas, on est dans la concurrence sauvage. Si on fait un produit original, on est dans la niche. Et le vin de France, c'est la niche. Donc le voyage à l'étranger, il est fondamental. Mais malheureusement, ce ne sont qu'une partie des étudiants, souvent de familles plutôt favorisées par la culture ou par l'argent, qui savent à quel point l'expatriation temporaire ou les études complètes à l'étranger, pourquoi pas, c'est fondamental. Aujourd'hui, là j'entendais ça aussi de la part de Sonia Lavrov, qui est la responsable au ministère de l'Éducation des relations avec l'étranger, qui parlait de l'importance d'accueillir des Chinois, mais pas en première année de licence, parce qu'ils n'ont pas été pris dans les bonnes universités chinoises et que leurs parents ont de l'argent, mais ils ne sont pas assez bons, ils n'ont pas assez travaillé, donc ils viennent faire des études en France, à Toulon par exemple, de prendre des étudiants en master en les choisissant
et dans le cadre d'un partenariat avec une université chinoise. Et en contrepartie, on envoie le même nombre d'étudiants français faire des études en Chine. On leur apprend le chinois avant. Donc il est évident qu'aujourd'hui, notre pays n'a pas assez misé sur les langues étrangères. On parle encore trop mal. Il y a trop... J'ai présidé une université où 80% des collègues étaient incapables de faire une communication en anglais. C'est pas vrai en sciences ou en médecine. Tout le monde écrit en anglais, etc. Mais dans le domaine des sciences humaines, on est tellement attaché à la défense de la langue française qu'on ne parle pas les langues étrangères. Donc du coup, on dit non, mais nous, on n'est pas connus à l'étranger, on n'est pas bon dans les classements. Il faut peut-être aussi, de temps en temps, se prendre par la main, de recruter. Il n'est pas normal qu'on recrute dans l'enseignement supérieur français des jeunes qui ne sont pas capables de faire un cours en anglais, même si c'est avec des fautes. Mais ça me paraît indispensable. Donc la mobilité à l'étranger, elle est nécessaire, elle est non seulement à encourager, mais absolument indispensable, et on fera le maximum pour l'encourager. Alors les universités commencent à mettre sur pied des services de relations internationales un tout petit peu meilleurs qu'auparavant. Les écoles, les grandes écoles, ou même les écoles moins grandes d'ingénieurs ou de commerce, ont des services de relations avec l'étranger, ont souvent des partenariats très très forts. Il y a une école de Boulevard-Saint-Germain que je connais bien, parce que c'est le siège de la Société de géographie, et que nous hébergeons cette école. Elle a c'est une école de niveau moyen. Ils n'ont pas la prétention d'être dans le top du top, mais ils ont des partenariats avec 15 universités à l'étranger, et tous leurs élèves vont faire une partie de leur cursus à l'étranger, et ils reçoivent les élèves du monde entier. Je peux vous assurer que ça change, et les débouchés, à la sortie, 100% d'insertion professionnelle. Et l'annuaire des anciens, il est assez impressionnant. Pour une école réellement de niveau moyen, le concours n'est pas très difficile, mais ils sont dans la mondialisation heureuse, dans la mondialisation prise par le bon côté, pas dans une vision très franco-française et archaïque des choses. La mondialisation va nous écraser, la mondialisation tue les pauvres, la mondialisation tue les entreprises, tue l'agriculture. Résultat, donc on se replie frileusement sur un acquis qui n'existe pas, qui n'existe plus aujourd'hui.